Et on commence par l'Afrique et c'est toujours un entre-deux étrange au Niger et dans la région puisque la foule manifeste aujourd'hui pour l'anniversaire de l'indépendance contre la présence de la France. La junte s'accroche. On n'a toujours pas revu le président Bazoum, mais la CEDEAO envisage toujours d'intervenir. Et sur le papier, cette intervention, vous allez le comprendre, pourrait déclencher un conflit régional beaucoup plus large. On va, pour en parler dans un instant, accueillir une journaliste spécialiste, mais d'abord les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, énormément de monde pour les manifestations aujourd'hui à Niamey. Oui, aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance au Niger. Et dans les manifestations à Niamey, la capitale, ils étaient des milliers sur la place de la Concertation, devant l'Assemblée nationale. Beaucoup de drapeaux nigériens, cela fait sens, mais encore et toujours des drapeaux russes, des pancartes anti-France, des slogans anti-France et anti-CEDEAO en soutien affiché à la junte qui a pris le pouvoir. C'est la deuxième manifestation pro-junte d'ampleur après celle de dimanche. Rappelez-vous qu'elle avait dégénéré. Des manifestants s'en étaient pris à l'ambassade de France au Niger. Ces deux défilés, aujourd'hui et dimanche, étaient organisés par le mouvement appelé M62. Ce sont ces hommes que vous voyez ici avec des brassards. C'est important de parler de ce collectif, car bien qu'existant depuis plus d'un an, c'est vraiment depuis le putsch qu'il a pignon sur rue. On peut le qualifier de souverainiste, anti-impérialiste, anti-français et anti-opération Barkhane. Il demande le départ immédiat des troupes françaises et même celui de l'ambassadeur de France. Et pour faire pression, ils appellent depuis 48 heures via ce communiqué à empêcher par tous les moyens le départ des ressortissants européens, quitte à les retenir par la force, de manière à contraindre les troupes étrangères à quitter le Niger. Dans la foulée, conséquence immédiate, la France prend la menace au sérieux et organise en urgence l'évacuation de ses ressortissants. Elle s'est terminée hier. 1079 Français, pour être précise, ont été rapatriés. Pour autant, le M62 continue de mettre la pression aux Occidentaux. La France dispose toujours de 1000 à 1500 militaires au Niger sur la base aérienne projetée de Niamey. Dans le cas d'un conflit armé, c'est trop peu pour réussir à se maintenir. Autant partir dans ces cas-là. Là-dessus, Paris se refuse toujours à tout commentaire. Et on en parlera évidemment. Même si Paris partait, ça n'écarterait pas le risque dans la région d'un conflit armé. Effectivement, rappelons que la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a posé un ultimatum régional aux putschistes nigériens. Si d'ici 4 jours, ce dimanche, ils ne libèrent pas le président Bazoum et ne rétablissent pas l'ordre constitutionnel au Niger, c'est-à-dire renoncer à prendre le pouvoir, la CEDEAO évoque alors un recours à la force, une intervention militaire. Et cette intervention militaire, les chefs d'état-major de l'organisation en ont déjà dessiné les contours hier lors d'une réunion au Nigeria. Écoutez le commissaire de la CEDEAO. But we have to prepare for all eventualities. And Excellencies, you are here for the final eventuality, the last resort. That is planning for a possible intervention to restore constitutional order. Notons que le Nigeria est à la manœuvre et engagera ses soldats. Il y a quelques heures, le Sénégal a également affirmé qu'il fournirait aussi des soldats à la CEDEAO pour cette intervention. Et la Côte d'Ivoire est également sur cette ligne. Faisons l'état des forces en présence. L'armée nigériane compte 143 000 têtes, l'armée ivoirienne 27 000, l'armée sénégalaise 14 000. Au total, cela fait donc 184 000 soldats. Contre qui se battraient-ils ? Contre la junte nigérienne qui contrôle à présent l'armée nigérienne, mais elle ne serait pas seule. Avec elle, ses soutiens revendiqués, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, que des pays dirigés par des juntes militaires. Alors là aussi, faisons les comptes. L'armée nigérienne dispose de 33 000 soldats, l'armée malienne 21 000, l'armée guinéenne 10 000, l'armée burkinabé 7 000. Au total, cela fait donc 71 000 soldats. Hier, le général nigérien Salifou Modi, numéro 2 de la junte nigérienne, ancien chef d'état-major, s'est d'ailleurs, vous le voyez, rendu au Mali avec une délégation de 12 personnes. Il a rencontré les chefs militaires maliens. L'objectif, organiser le soutien militaire futur. Et d'après plusieurs sources, on devrait également le retrouver à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec le même objectif.
Merci beaucoup, Justine. On a l'état de la situation et des forces en présence. On a le plaisir d'accueillir Stéphanie Hartmann sur ce plateau, journaliste indépendante, spécialiste des questions de politique africaine. Merci infiniment de vous joindre à nous pour nous donner votre éclairage sur la situation. On va débuter sur ce qui se passe au Niger avec ces manifestations importantes aujourd'hui. Évidemment, il y avait une bonne occasion puisque c'était l'anniversaire de l'indépendance, mais le M62 en a profité bien sûr pour diffuser largement des slogans anti-français. Beaucoup de ressortissants sont partis. Où est-ce qu'on en est sur place de la situation vis-à-vis de la France? On sait que le général Tiani a eu des propos plutôt rassurants aujourd'hui. Apaisant, c'est ce que j'allais vous dire, plutôt apaisant, c'est lors d'un discours qu'il a prononcé cette nuit. Donc il faut savoir qu'il y a peut-être un paradoxe, en tout cas un malentendu entre les putschistes, qui sont peut-être pas très d'accord entre eux non plus, et ceux qui les soutiennent, comme le M62. Si vous le rappeliez, donc le général Tiani, cette nuit, a paru même déplorer la fin de la coopération militaire dans la lutte avec la France, dans la lutte contre... C'est le chef des putschistes, rappelons-le, général Tiani, absolument. Et il a même déclaré que les Français n'avaient rien à craindre au Niger. Donc on voit déjà une première contradiction entre les soutiens et les putschistes. Les putschistes, le M62, donc, existent depuis un an. Le 62 fait référence aux 62 ans d'indépendance. Là, ça fait 63 ans d'indépendance ce 3 août-là. Ce n'est peut-être pas forcément le mouvement le plus représentatif de l'opinion, mais c'est vrai que la déclaration aussi de la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO, qui, certains y ont vu aussi peut-être la main de la France à tort, ont pu aussi galvaniser ce populisme et ces slogans anti-français. D'accord. Général Trinquant, vous qui connaissez extrêmement bien cette zone, vous n'avez pas été surpris, j'imagine, par les images d'aujourd'hui. On y a entendu un certain nombre de slogans. On voit flotter un certain nombre de drapeaux russes aujourd'hui. Rien de préoccupant pour vous sur place, notamment pour les 1500 militaires français qui sont stationnés à 2 pas? Non, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est la fête de l'indépendance mise en place par le président Bazoum, il faut le rappeler. Est-ce que c'est pas la fête de l'allégeance à la Russie plutôt? Parce que les drapeaux russes qui sont présents, c'était assez surprenant. Ensuite, on a tort de mettre la France, parce qu'on joue le jeu là des agitateurs russes et les mouvements tels que le M62, de mettre la France au centre de ça. Je rappelle que la France n'a rien à voir avec le putsch, au sens où le putsch, c'est d'abord un général qui ne voulait pas partir à la retraite. Alors, on a eu des manifestations contre la retraite il n'y a pas longtemps en France. Bon, on n'a pas eu de putsch. Mais là, c'est un général qui ne voulait pas partir à la retraite, qui a fait un putsch et qui, à mon avis, est un peu dépassé par ce qui se passe. Alors, oui, mais c'est une bonne question, parce qu'il est là, il est toujours là. On n'a pas vu le président démocratiquement élu, Bazoum, reparaître, ou quasiment pas. Il y a une petite photo avec lui et le chef d'État tchadien, Déby. Ils sont là pour durer, non? Ou vous pensez qu'il y a encore une fenêtre pour que il y ait un retour de cette démocratie? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il est poussé par la rue, principalement à Niamey, il faut le souligner, et poussé par les autres, par le Mali et le Burkina Faso, et la Guinée, qui se dit, chouette, on n'est plus seul. Et voilà un quatrième. Il y a une espèce d'amicale de militaires putschistes qui se forme. Et la CEDEAO, alors c'est là où je dis qu'on a tort de mettre la France au milieu de ça, parce que la France a été invitée par le Niger à venir là. Donc elle est venue, il y a eu un vote de l'Assemblée d'ailleurs pour qu'elle vienne, mais c'est pour défendre le Niger avant tout. Et aujourd'hui, la CEDEAO, elle s'oppose, parce que c'est quand même le 4e putsch, donc ça en fait beaucoup. Donc la CEDEAO s'oppose, et c'est donc une affaire entre Nigériens pour savoir ce qu'ils veulent faire, et entre Africains avant tout. Les Français dans l'affaire, les Français n'envisagent pas une seconde une action de force française là-bas. Ils ne sont pas là bas du tout pour ça. Alors, on va élargir ce propos dans un instant, mais aujourd'hui, le président Macron a tweeté, il faisait référence, bien entendu, vous le voyez, à l'évacuation, plus de 1000 Français, comme nous l'a dit Justine Fraissinet, des Européens. C'est 500 Français. Voilà, plus de 1000 Français européens et ressortissants d'Amérique latine. On sait que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont demandé à leur personnel non essentiel de quitter le Niger aussi aujourd'hui. Bon, la fracture, malgré le propos relativement rassurant du général Trinquant, la fracture a l'air d'être assez consommée.
Elle est grave. On voit bien aussi d'ailleurs dans les propos du président Macron qu'il a baissé d'un ton par rapport à ses premières déclarations martiales, qui est elle aussi... mettez de l'huile sur le feu un peu. Je ne sais pas si elle mettait de l'huile sur le feu. Le Conseil de défense samedi, par exemple. Elles ont permis de justifier pour le M62 et les pro-russes les manifestations, etc. Et elles ont donné aussi des arguments aux Burkinabés et aux Maliens. Donc effectivement, la situation est compliquée. Alors le général Trinquant a raison de dire que l'armée française était là, je veux dire, pour des raisons bienveillantes. En même temps, le problème, c'est que c'est pas juste une affaire de ce qui s'est passé ces derniers mois ou cette dernière année. C'est une histoire de long terme sur lequel les opposants, et les pro-russes surtout, jouent largement. On a vu aujourd'hui Prigojine invoquer l'appauvrissement du pays et les tarifs préférentiels sur l'uranium dont bénéficiait la France. Alors, depuis le premier jour, Prigojine tend la main au Niger. Ouais. L'argument est évidemment pourri, mais ce qui est vrai, c'est que le Niger, comme plusieurs des pays d'Afrique, est confronté à une explosion démographique importante quand même. La moitié de la population a moins de 15 ans. Ça veut dire que la moitié de la population n'a pas connu ce qu'a été l'ère de la décolonisation. On lui raconte ce qu'on veut, elle ne sait pas de quoi on parle, de même qu'elle a à peine connu ce qu'a été l'ère des démocratisations, en gros ce qui a été lancé par Mitterrand. Donc on a là une majorité de la population qui est totalement perméable à de la propagande sur les réseaux sociaux, parce que ce qui est arrivé en plus depuis quelques années, c'est les réseaux sociaux, ce qui n'existait pas. Et ça, je veux dire que la France n'a pas su faire avec ça, malheureusement. Et elle a été avertie depuis longtemps, depuis le début, en gros, de l'opération Serval, par les chercheurs qui connaissaient le terrain en Afrique, les anthropologues, les géographes, qui leur ont dit « Vous traitez de la sécurité, mais vous oubliez les problèmes structurels, les problèmes sociaux, les problèmes culturels. » Et on n'a pas fait ce boulot-là, on n'a pas su le faire. Et c'est pas à l'armée de le faire, d'ailleurs. Mais ça se paye aujourd'hui parce que ça a ouvert un boulevard pour la propagande, me semble-t-il. Et ça donne des scènes comme celle qui va suivre, effectivement, avec beaucoup de jeunesse, parce que la foule était extrêmement jeune dans les rues de Niamey aujourd'hui. Voilà, et Denis Strelkov, le drapeau russe ne vous a pas échappé. En arrière-fond, il y a ça, c'est classique, on en reparlera dans un instant. Il y a toujours peut-être cette mythologie autour de la Russie, voire un retour à une mythologie autour de l'URSS, libératrice. C'est un peu... Ça va un peu plus loin que ça. Tout d'abord, il y a tous les travaux de propagande qui ont été réalisés par la Russie depuis des années et des années. Je n'ai pas vu qu'il y a effectivement ce pays qui a été touché. C'était plutôt le Mali qui donne dans le viseur de la propagande russe, y compris de Russia Today, RT France, donc d'autres médias, y compris Sputnik, qui sont financés par l'État russe. Mais quand même, ce pays-là, il était également touché par les propagandes. C'est ça qui est important. Quand on parle de Yevgeny Prigojine, comme vous l'avez rappelé, il s'exprime beaucoup ces jours-là dans la presse francophone en Afrique. Oui. On l'a aussi beaucoup vu exprimer effectivement sur les chaînes de télé montées par la propagande russe ou par des différents États en Afrique qui sont eux aussi peut-être liés à la propagande russe. Et ce qui est aussi important, que lui, il s'est arrêté presque de s'exprimer sur le sujet en Ukraine ou sur ce qui se passe en Pologne, dont on va aussi parler. C'est plutôt l'Afrique qui l'intéresse. Est-ce qu'il y a effectivement des intérêts, donc Wagner, dans le Niger? Ça, c'est une autre question, mais ce qui est important, c'est qu'on a vu des différents dirigeants de ce genre militaire qui sont déplacés à Mali pour peut-être rencontrer des militaires de Wagner. Là, on n'a pas pour l'instant de confirmation quelconque, donc il faut traiter ça avec beaucoup de prudence. Alors, on va élargir le propos dans un instant. Un petit mot de Caroline Didier, bien sûr. Alors, finalement... Modi qui effectivement réclamait l'intervention de Wagner. Mais ce qui est important, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'au coup d'État, les civils au Niger, malgré la misère qui est une des plus grandes du monde, n'ont jamais fait de mouvement. Et avec l'arrivée de la France qui était là pour aider en fait le président élu démocratiquement.
avec de l'aide française conséquente par rapport au PIB du Niger. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a un mouvement qui a un coup d'État, qui met à mal la démocratie en Afrique, avec des civils qui vont subir ça. Il y a toute l'aide, en fait, du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la France, qui est arrêtée et qui était colossale par rapport au PIB du pays, parce que ça crée aussi l'espoir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une instabilité de plus en plus importante, alors qu'effectivement, on parlait de la fermeté de l'État français, mais l'État français, on doit le saluer, a fait un travail remarquable pour le rapatriement des ressortissants sur place, expatriés, qui étaient français, mais aussi de l'Union européenne et d'autres pays. Ça a été très rapide. Peut-être aussi grâce au message de fermeté dans un premier temps. Et le Quai d'Orsay a agi dans les meilleurs délais avec l'accompagnement de ces gens qui, évidemment, sont un peu traumatisés par le contexte. Mais tous les cas, le fait que la démocratie au Niger soit mise à mal, les conséquences sont pour les civils. Et on voit, en fait, ils sont quand même... Il y a une espèce de manipulation derrière avec, on parle du mouvement M62, ça fait 1 an qu'il existe. Donc c'est rien. Et avec du financement derrière, il est très facile, effectivement, de créer une agitation. Bon, alors on va élargir sauf si vous voulez un dernier mot sur le Niger, on va élargir à la région. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est pour le Niger, pour les Nigériens. L'électricité est coupée, le Nigeria a commencé à couper l'électricité, il y a des problèmes. Le Nigeria fournit 70% de l'électricité. Sans l'aide occidentale, ne va pas tenir le coup et les gens vont crever de faim. C'est aussi simple que ça. Ouais. Mais le problème, c'est que des putschistes qui ont voulu prendre le pouvoir. Alors, on parle des problèmes de démocratie en Afrique parce que des gouvernants ne veulent pas quitter le pouvoir, mais si vous imaginez que les putschistes vont quitter le pouvoir, je vous souhaite bonne chance. Et on va le voir dans un instant, Jean-François Boutard. Je voudrais ajouter un élément qui est très important pour les Russes. C'est que dans ce que fait Poutine depuis qu'il a lancé la guerre en Ukraine, un des objectifs au-delà de l'Ukraine, c'est l'ébranlement de toutes les structures de diplomatie internationale, enfin de régulation des conflits internationaux. Et là, ce qui est en cause, parce que la CEDEAO, il va falloir qu'elle résiste, parce qu'à l'intérieur de la CEDEAO, tout le monde n'est pas unanime, puisqu'il y a une partie des putschistes qui en font partie. Alors officiellement, Poutine, rappelons-le, condamne le putsch. Oui, mais peut-être que d'ailleurs, il condamne les putschs en général. Il n'est pas à 2 contradictions près, je dirais, et à un mensonge près. Surtout contre lui, oui, ça lui rappelle peut-être des mouvements récents. Une carte va nous aider à comprendre, on va élargir, Stéphanie Hartmann, à ce qui s'est passé ces dernières années, puisque depuis 2020, on voit cette ceinture de pays qui ont connu des putschs. On reparlera bien sûr du Mali, du Burkina, le Soudan, le Tchad, d'une certaine façon. On a l'impression que d'ailleurs l'Afrique est coupée en deux avec tous ces pays depuis 2020, donc c'est une période très courte de l'histoire, qui ont connu des putschs. Et on va regarder une autre carte de la CEDEAO, parce que c'est très intéressant, vous voyez les contours de la CEDEAO, elle est complètement fracturée aujourd'hui. C'est-à-dire que le Niger putschiste va avoir contre elle, dans la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et le Mali, le Burkina et la Guinée, qui sont du côté du Niger. On pourrait aboutir à ça fait 4 pays sur 15, donc c'est pas si divisé que ça. C'est des gros pays quand même, non ? En superficie, oui, voilà, sur la carte, c'est effectivement impressionnant. Mais ce que je voudrais vous dire surtout, c'est qu'on n'en est pas du tout encore à l'intervention militaire, loin de là. Il y a une médiation qui est en cours, menée notamment par Aboubacar. L'ultimatum de la CEDEAO expire dimanche à minuit, éventuellement, donc on est loin d'une intervention militaire. Il faut savoir que la CEDEAO est déjà intervenue dans différents pays, notamment en 2017 en Gambie, avec des forces en attente qu'on appelait autrefois ECOMOG, pour chasser Yahya Jammeh, qui refusait de reconnaître sa défaite aux élections. Mais la CEDEAO est intervenue là avec le soutien de la population, puisque les casques blancs ont été applaudis à leur entrée à Banjul. Concernant une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO, ça pose plusieurs questions. Il y a une autre équation, c'est que l'armée nigérienne
nigérienne, contrairement à ce que veut faire penser les putschistes, n'est pas unie derrière la junte. L'état-major a effectivement s'est rallié au putschisme, mais pas par soutien, et c'était pour éviter un bain de sang, écrit-il dans son communiqué. Donc voilà, l'une des incertitudes, c'est la réaction de l'armée nigérienne en cas de déclenchement d'une intervention militaire. Et si intervention militaire il faut qu'elle va être ciblée, brève et expéditive. Je vois mal les troupes nigérianes entrer massivement. On a un regard, en tout cas, un peu trop simple, et merci d'être rassurante, mais malgré tout, on voit qu'il y a des forces en présence. Bon, on a pris 3 pays qui sont importants, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui répondent à l'appel de la CEDEAO et qui répondraient à son appel si la CEDEAO est décidée une intervention militaire. On sait que de l'autre côté, je vais me tourner vers vous, Général Trinquant, il y a aussi plusieurs dizaines de milliers de militaires, alors peut-être désunis au Niger, mais le Mali a dit qu'il interviendrait militairement. Vous n'y croyez pas? Je vois. C'est des armées qui sont, le Burkina Faso et le Mali sont des armées qui sont déjà confrontées à de nombreuses difficultés. D'accord. Sur le terrain. Je les vois mal quitter leur terrain pour. Et ça n'est pas pour inquiéter qui que ce soit d'ailleurs, c'est plus pour avoir votre décryptage. Vous qui avez été stationné là-bas, vous ne craignez pas que ça puisse dégénérer? Non, alors le rapport de force tel qu'il est démontré n'est pas du tout ce rapport de force-là. Le Burkina Faso et le Mali, je vais vous dire, ils vont pas lâcher le terrain aux djihadistes, sinon c'est la fin pour eux. Hein. Oui. Donc leurs troupes sont d'abord engagées là-bas. Premier point. Deuxième point, on ne parle pas du Tchad, qui ne fait pas partie de la CEDEAO, mais qui est juste sur la frontière Est. Et le président Déby fils, donc, avait fait un aller-retour à Niamey pour essayer de convaincre les putschistes, en tant que président et militaire, puisqu'il est les deux. Et il n'a pas réussi. Et il est parti. Et moi, je verrais assez bien le Tchad appuyer la CEDEAO sur ces affaires-là. Mais je pense que le rapport de force n'est pas du tout en faveur. Et le problème, c'est la crédibilité de la CEDEAO, je vais vous dire. Quand elle prend une décision aussi ferme que celle qu'elle a prise, en disant on va aller jusqu'à une opération, ils ne peuvent pas reculer. Alors la question, c'est comment les putschistes peuvent gérer ça maintenant que... Parce que tant qu'ils étaient seuls, ils auraient pu le gérer entre l'armée, parce qu'effectivement, au début, l'armée n'a pas rejoint le putsch. Même au début, elle envisageait une action de force contre la garde. Ça a mis des heures, effectivement. Elle a dit pas de bain de sang, donc on se retire. Donc tant qu'ils étaient seuls, ils pouvaient peut-être négocier les choses. Mais maintenant que le Mali et le Burkina les poussent un peu à la roue, et que dans la rue, les mouvements comme le M62 poussaient également la foule, essentiellement à Niamey, je le rappelle, essentiellement à Niamey, ça va être difficile pour les putschistes de reculer. Mais à l'africaine, on peut trouver des solutions. Je voudrais préciser quelque chose. Il faut savoir aussi que les armées nigériennes, tchadiennes et collaborent au sein de la force multinationale mixte. Donc on voit mal des armées qui collaborent sur un terrain près du lac Tchad s'affronter dans une autre région. Alors en tout cas pour vous, la CEDEAO ne cédera pas. Là c'est effectivement une forme d'heure de vérité. Ils ont vécu comme une humiliation le putsch au Mali, le putsch au Burkina, donc c'est vraiment leur moment. C'est la tolérance zéro, et le problème c'est que face aux négociations qu'il y a eu avec le Mali, ils ont pu avoir eu l'impression d'avoir été dupés d'ailleurs, parce que le Mali a voulu mettre un président civil et finalement ils ont refait un putsch. La CEDEAO se veut intransigeante parce qu'elle ne veut pas normaliser les coups d'État. Voilà, ce serait un véritable problème pour la stabilité de la région. Jean-François Boutard. La question qu'on a aussi derrière, au-delà, vous me corrigerez, Stéphanie, si je me trompe, c'est qu'il y a d'autres enjeux plus longs, qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui ont été très très profondément travaillés par la propagande russe. Moi, j'ai des échos d'amis africains qui travaillent depuis plusieurs années pour l'OMS et donc ont tourné dans différents pays, qui ont été effrayés de l'évolution de l'opinion publique, notamment chez les jeunes, par rapport à la France. Et c'est des Africains qui disent ça, c'est pas des Français. Et donc, ces pays-là sont un peu en tension. Surtout la situation ivoirienne, on sait qu'elle est délicate, elle est fragile. Donc, il y a un avenir derrière. La question n'est peut-être pas de savoir si les putschistes gagnent, c'est
jusqu'où peut s'étendre la déstabilisation. Après, au Sénégal, c'est très peu probable. Hein. L'armée est plutôt une armée, comment on dit ça, régulière, derrière son chef d'État. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sort aussi de 10 ans de difficultés. Je ne pense pas que ce soit le risque. Non, le risque pour ces pays-là, notamment pour la Côte d'Ivoire et le Nord, c'est plus l'extension djihadiste. Pour le nord du Bénin. Mais la vraie crise profonde, par contre, la vraie crise en Afrique de l'Ouest, c'est la crise de la démocratie. Vous parliez tout à l'heure du traité de La Baule. Alors, contrairement à ce qu'on pense, les processus de démocratisation ne viennent pas de Mitterrand, mais sont issus de luttes populaires, des luttes auxquelles n'ont peut-être sûrement pas participé ces jeunes Nigériens aujourd'hui. Et c'est bien là le problème, c'est-à-dire que la démocratie est perçue comme un système importé de l'extérieur, à tort d'ailleurs. Et faible face à un système poutinien qui est justement regardé comme un système fort. Oui, effectivement, parce que quand on voit un peu tous les réseaux de la propagande russe qui existent sur le continent, il ne faut pas penser uniquement de RT France, uniquement de Sputnik. Il y a aussi tout ce qui est lié, par exemple, à l'église orthodoxe russe, qui est aussi présent en Afrique, car ça représente aussi ces valeurs orthodoxes, ces valeurs traditionnelles, qui, dans les yeux des Africains, sont beaucoup plus présents en Russie qu'en France et en Europe. Et c'est aussi là où ça se joue. Et je voulais vous rappeler qu'avant, il y a encore quelques années, tous les efforts de la Russie pour déstabiliser effectivement la situation dans le monde, c'était plutôt l'Europe. Donc c'était aussi en France qu'il y a eu des réseaux de la propagande. Maintenant, vu qu'en Europe, ça devient beaucoup plus difficile, il y a plus de banques qui sont libres, qui se dirigent effectivement vers l'Afrique. Oui, en tout cas, la démocratie, effectivement, a beaucoup de peine. Là, non, mais je pense que le point qui avait été évoqué tout à l'heure, à très juste titre, c'est un peu l'effet papillon, si vous voulez. Derrière la guerre en Ukraine et ce qui se passe Russie-Ukraine, en fait, il y a la déstabilisation globale du système depuis 1945, avec la fin de l'unilatéralisme américain, je reprends les termes du président Poutine, et l'ouverture à un multilatéralisme. Et donc, en Afrique, c'est un message qui passe. Deuxième message qui passe, c'est le message sociétal. Nous voulons imposer un certain nombre de critères et de normes en Afrique qui sont étrangères aux cultures africaines. Et ça aussi, ça passe. Donc, si vous voulez, sur ces deux plans, Poutine, du moins le gagne, parce qu'il parle le même langage, et en plus, il veut rentrer en compétition. Et dans le cas du Niger, c'est pour ça que je reviens toujours, il faut arrêter de mettre la France au centre de ça. J'étais sur une télévision du Moyen-Orient juste avant, et il me disait, alors c'est la fin, la France n'aura plus le Niger. Mais je dis, mais la France n'a jamais eu le Niger. Attendez, le Niger est un pays indépendant depuis 60 ans. Bravo s'ils connaissent une deuxième indépendance. Mais il faudra retirer les militaires, en général. Comment ? Est-ce qu'il faudra retirer les 1500 militaires stationnés ? Mais attendez, si les Nigériens, c'est pour ça que je pense que le chef du putsch aujourd'hui commence à mettre de l'eau dans son vin. Si le chef du putsch dit, au bout d'un moment, terminé, on ne veut plus la France partira, évidemment. Caroline Didier, et puis je vous laisserai conclure ensuite. En tous les cas, s'il faut agir, c'est maintenant, avant que ce coup d'État crée en fait un gouvernement qui se structure, non légitime. Donc il faut mettre la pression, il faut être ferme, pour aussi la défense de la démocratie et puis pour tous ces civils qui vont subir les conséquences du coup d'État où ils ne regardent pas l'intérêt général, ça c'est sûr. Le paradoxe, puisqu'on s'approche de notre dossier ukrainien, c'est que ça se fait, cette glorification, parfois on l'a vu, de Vladimir Poutine dans les rues de Niamey, se fait au moment où il y a des bombardements sur les céréales dans le port d'Odessa. On sait qu'à terme, ça aura des conséquences. Ce n'est pas le cas encore pour le moment. Il y a presque... C'est ce qu'a rappelé le président de l'Union africaine en exercice à Saint-Pétersbourg, le président des Comores, Azali Assoumani, qui a rappelé que, concrètement, si les Africains manquent de céréales, c'est à cause de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Il faut faire attention, parce que aussi, durant la guerre froide, alors on dit toujours une guerre froide, il y a eu quand même, les grandes puissances se sont affrontées en Afrique. Il y a eu des confrontations. Donc il faudrait faire attention dans le monde actuel où voilà, on assiste encore à une compétition entre grandes puissances, que l'Afrique ne soit pas une fois de plus, que les pays africains ne soient pas encore une fois de plus une terre de convoitise. Les conflits indirects ou les conflits dérivés, c'est effectivement... Vous le percevez comme un risque potentiel ou, dans le fond, lorsque l'on voit l'état des troupes en présence, je vous laisse répondre tous les deux, Écoutez, moi je reviens sur... Je suis très triste pour mes amis africains, premier point. Deuxième point, tout ça se terminera mal pour eux. Dans cette situation, la France ne s'engagera pas militairement, c'est une évidence, et c'est à la CEDEAO de tenir la boutique, j'allais dire, en Afrique. C'est un problème interafricain. Les Africains sont indépendants depuis 60 ans, bon ça, qui règlent leurs problèmes entre eux.
Jean-François Boutard. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que dans ce contexte-là, il y a le fait, on parlait tout à l'heure du modèle traditionnel que l'Afrique voulait conserver. Mais c'est un vrai paradoxe, parce qu'en fait, ce modèle traditionnel, il a complètement explosé avec la culture mondialisée qui est diffusée par Internet. On n'est plus du tout dans l'Afrique des années 60, de ce point de vue-là. On est très loin. Moi, j'ai vécu en brousse. J'ai été affronté à ce que c'est que l'Afrique profonde dans tous ces mystères. Et je peux vous dire, c'est très profond, c'est très compliqué. Mais ça, ça permettait de tenir des équilibres de pouvoir, des équilibres de rapports de force à l'intérieur de structures assez petites qui étaient des communautés villageoises, provinciales, etc. Aujourd'hui, ça a explosé avec des outils de communication d'une part et des outils de force d'autre part qui font que ce qui était avant un petit chef de village contrôlé devient un empereur d'une certaine manière et peut rêver de régner tout seul sur le monde et en jouant de la déstructuration de sa société. C'est quand même assez paradoxal que de vendre depuis la Russie l'idée de maintenir une société traditionnelle qui n'existe plus et qui est même une société occidentale en plus. Oui. Une société traditionnelle qui est fantasmée aussi. Oui. Je vous invite à lire le politologue Jean-François Bayard qui parle d'invention de la tradition et qui parle également de distorsion de l'État en Afrique de l'Ouest. Vous avez plusieurs structures finalement de pouvoir qui se superposent. Donc il y a... Je pense également aux Nigériens qui vont avoir des semaines difficiles, vu le nombre de sanctions, et pourront compter sur la solidarité de leurs voisins maliens et burkinabés. Et on attend la réaction de la CEDEAO. Et je tiens à dire aussi que la réunion des chefs d'état-major se poursuit encore en ce moment. Demain. Très bien. Merci infiniment, Stéphanie Hartmann, d'être venue nous apporter cet éclairage qui est d'ailleurs assez rassurant sur ce qui se passe en ce moment. On va évidemment le suivre dans les jours prochains.